Hervé Guillot, bonjour. Vous êtes le PDG de Naval Group. Naval Group, c'est l'ancien des CNS, les chantiers navals où on construit les bateaux militaires. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment se structure le marché mondial dans votre secteur avec, on sait qu'il y a des émergents, il y a l'Europe, mais voilà, en traits assez généraux. Le marché mondial, il est assez simple. La moitié, c'est les États-Unis. Le marché chinois et russe est difficile à compter, mais avec la montée des États-puissances, est en train d'atteindre des tailles extrêmement significatives. Les Chinois construisent une frégate par mois et un sous-marin tous les 4 mois. Les Russes ont multiplié par une fois et demie leur flotte de sous-marins dans les 5 dernières années. Et le reste est très très atomisé. En particulier, l'Europe n'a jamais su vraiment se structurer et pour je dirais 40 milliards de dollars de marché américain et 15 milliards de dollars de marché européen, vous avez 4 acteurs d'un côté et 10 acteurs de l'autre. 10 acteurs en Europe. Hein. Le vrai changement, c'est que l'Europe même atomisée a toujours pu et su exporter, puisque c'était les seuls qui étaient très proactifs à l'export pendant l'époque communiste d'un côté, et puis le moment où les États-Unis ne faisaient que du foreign military sales, et que maintenant il y a des nouveaux entrants. La Chine, la Russie, la Corée, Singapour, l'Inde, la Turquie, les Japonais maintenant qui étaient contre nous en Australie. Beaucoup de nouveaux entrants sont en train de s'attaquer à ce marché. Et donc la pression compétitive sur les segments les plus faciles d'accès, c'est-à-dire d'abord les corvettes, puis les frégates, les sous-marins à propulsion classique, puis les sous-marins à propulsion anaérobie, la pression compétitive est beaucoup plus importante. Alors nous, Naval Group, nous avons dans cette affaire d'énormes atouts, puisque nous sommes d'abord les héritiers de 400 ans d'histoire et d'investissement continu de la France dans sa marine et dans sa base technologique et industrielle de défense. Et nous avons, à travers ces 400 ans, franchi à peu près toutes les étapes technologiques, de la voile à la vapeur, de la vapeur au nucléaire, de l'observation à l'électronique, de l'électronique à l'informatique, de l'informatique à la cybersécurité. Donc nous avons eu cette chance formidable d'être portés finalement par une nation qui a une ambition maritime, et nous avons la deuxième marine du monde en termes de capacité. Et donc c'est ça notre force, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui les premiers Européens, de très loin, avec 3,7 milliards de chiffre d'affaires, le second est à 1,3 milliard, mais aussi que nous avons un modèle complet, et c'est ça qui est notre force dans ce nouveau marché mondial, modèle complet, conception, construction, mais aussi maintenance, et modèle complet, en ce sens nous sommes à la fois les architectes et les intégrateurs du système de combat, et les architectes et les intégrateurs de la plateforme, ce qui nous permet de faire des produits très optimisés par rapport à la concurrence. Comment Naval Group et le secteur naval en général s'inscrit dans la loi de programmation militaire qui vient d'être... Est-ce que c'est une loi de programmation militaire qui va vraiment changer la figure de l'industrie navale? On a quand même l'impression que les grands programmes, futur porte-avions, c'est pour après, et qu'on est plutôt dans la gestion de choses qui ont été lancées auparavant. Est-ce que c'est une loi de programmation de transition? Est-ce qu'elle vous satisfait? Alors d'abord, oui, elle nous satisfait. C'est à la fois pour nous une grande opportunité, mais aussi une grande exigence. D'abord, nous, on ne voit pas du tout le temps comme les autres. Le temps de nos programmes, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc nous regardons pas du tout la loi de programmation de l'année prochaine ou de l'année d'après. Ce qui nous intéresse, c'est la perspective à long terme. Et à cet égard, la loi de programmation qui inscrit en dur le lancement du développement du SNLE de troisième génération en 2020 et le lancement des études préliminaires pour permettre au président, je dirais en 2021 ou 2022, de prendre une décision sur le futur porte-avions, est pour nous une excellente nouvelle. C'est très important parce que nous raisonnons à 20 ans, 30 ans. Donc pour cela, la loi de programmation nous offre vraiment des perspectives. Sur le court terme, vous avez cranté les grands programmes des... cranté, il reste du travail à faire, mais en tout cas, l'essentiel est là. Pour le court terme, nous avons aussi la continuité des engagements pris, notamment sur les frégates, essentiels pour nos compétences et notre plan de charge à l'Orient, mais aussi pour que la marine
est un nouvel outil qui sera la première frégate digitale d'Europe. La continuité du programme Barracuda, qui est essentiel. Et puis, je ne néglige pas l'effort considérable que va faire la France sur le MCO, c'est-à-dire le suivi en service, qui est pour nous fondamental. Nos sous-marins nucléaires ont fait 1000 jours de mer en 2016. C'est un record sans précédent au niveau mondial avec une flotte de 6 navires. Et c'est tout à fait essentiel d'avoir cet investissement. Un point d'attention pour nous, c'est à la fois la bonne nouvelle et le point d'attention, c'est l'effort supplémentaire fait en matière de recherche et développement, le passage de 750 millions à 1 milliard, et où il faut que nous veillions à ce que le domaine naval soit évidemment complètement proactif pour capter une partie de ces nouvelles innovations qui seront essentielles à la supériorité technologique de la marine dans 15 ans ou 20 ans. On a beaucoup parlé de Naval Group ces dernières années, ces derniers mois, avec 2 grands dossiers. Cet énorme contrat en Australie, donc dites-nous comment il va, et le rapprochement avec l'italien Fincantieri. Alors, où en est-on sur ces 2 dossiers, l'Australie et l'Italie? L'Australie a bien démarré. Les Australiens sont installés maintenant à Cherbourg. Il y a une 50aine de familles. Les bâtiments ont été construits, inaugurés avec le Premier ministre Turnbull et la ministre des Armées, Mme Parly, l'été dernier. Il y a des visites maintenant réciproques de ministres et d'autorités politiques. Nous voyons nos homologues australiens une fois par mois. Et ils sont très très satisfaits finalement de la qualité de nos relations. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'énormes challenges devant nous et nous en sommes conscients. Le premier étant de tenir nos engagements en matière de transfert de technologie, où là, avec l'Australie, on va une étape plus loin que d'habitude. C'est-à-dire que non seulement on transfère finalement du travail, mais on transfère ce qu'on appelle nous le know-why, c'est-à-dire aussi la pensée profonde qui est derrière le design. Et ça va être très compliqué parce que ça prend du temps, c'est de l'accoutumance, c'est de l'acculturation technologique qu'il faut qu'on développe sur une base industrielle qui est quand même relativement limitée pour l'instant. Donc un gros défi de monter en puissance, mais aussi de monter en compétence côté Australie, avec 1500 à peu près personnes à développer. Le deuxième défi, je pense que c'est le défi de la confiance. On est dans les phases où, en ce moment, on négocie notre Strategic Partnership Agreement. Donc, on aura évidemment des difficultés contractuelles à résoudre, comme tous les grands contrats. Et la taille des difficultés est à la hauteur de la longueur et de l'ambition du contrat. Mais globalement, la volonté d'aboutir est vraiment là, et je pense que c'est bien parti. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas très difficile, mais c'est très bien parti. Le deuxième sujet, c'est l'Italie. Bon. L'Italie, c'est une forme de réponse à mes propos sur les nouveaux entrants. Dès lors que la pression compétitive s'accroît sur le marché, dès lors que, et c'est d'ailleurs inscrit noir sur blanc dans la loi de programmation militaire, tout le monde a bien compris que l'export, ce n'est pas juste une cerise sur le gâteau, c'est une nécessité vitale pour un petit pays comme la France en termes de maintien des compétences et en termes de compétitivité. On ne pourrait pas avoir la marine que nous avons au prix où nous l'avons si nous n'avions pas une part de marché export entre 40 et 60%. Donc l'alliance avec Fincantieri, c'est une des réponses, les deux autres étant l'innovation et l'internationalisation, c'est une des réponses à cette globalisation du marché. Fincantieri a par exemple 23 implantations à l'international. Si on additionne avec les nôtres, ça va nous donner un reach beaucoup plus important sur le marché. Nous pouvons avoir des compléments de gamme, donc réduire considérablement nos frais d'offre et nos frais de redéveloppement. Nous pouvons faire de la recherche en commun. Nous pouvons aussi construire des programmes en commun et des offres à l'export. Et pourquoi ? Parce que nous travaillons avec eux depuis 1993. On a commencé avec Horizon, on a poursuivi avec les FREM. Et donc, c'est une société avec laquelle on a l'habitude de travailler. Donc, le modèle, ce n'est pas juste d'aller dans une fusion. C'est vraiment un modèle coopératif, un petit peu comme Renault et Nissan, avec un échange d'actions par le haut, même s'il est d'un volume limité, pour ancrer finalement l'idée soutenue par les États que nous avons une destinée commune. Et puis,
une ou des JV communes dans lesquelles on va développer nos synergies. Renault a démarré avec 800 millions de synergies, ils en sont à 6 milliards, et j'ai vu dans la presse que le PDG de Renault annonçait 10 milliards de synergies à hauteur de 2020, et ils sont en train de devenir les premiers mondiaux. Nous, notre ambition, c'est ça. Fincantieri plus nous, civil plus militaire, on est capable d'être au-dessus des 10 milliards d'euros. Je pense qu'on peut être dans les 1, 2, 3 premiers mondiaux.